Citoyens et citoyennes, camarades, compagnons, travailleuses, travailleurs, françaises, français. Et tous les autres, suivez-moi en quête de politique pour compléter notre collection de ismes et tenter de mieux comprendre les idées et les mots de la politique, leur signification et leur histoire. En quête de politique. Thomas Legrand sur France Inter. Et aujourd'hui, le natalisme. Pour être de bons citoyens, doit-on faire des enfants ? C'est un capitaine, il m'a trouvé mon mari, il dit il faut vous marier, il faut que la France ait des enfants. Mon mari, non, ne connaissait pas avant la guerre. Sur 1000 habitants nouveaux, il y a près de 700 Asiatiques. L'Asie apporte chaque année 50 millions d'habitants nouveaux, c'est-à-dire que l'Asie, chaque année, fabrique une France. La loi sur l'avortement, appliquée comme elle l'est, très généralement pour convenance personnelle, porte un coup fatal à notre natalité. Elle est une loi qui rend tout espoir de reprise de la natalité illusoire. Notre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité. Emmanuel Macron n'a pas d'enfant, Gabriel Attal n'a pas d'enfant, nos têtes de liste aux européennes, messieurs Bellamy et Bardella, n'ont pas d'enfant. Alors, à l'heure où la natalité est en berne, je pense qu'avoir des enfants, c'est d'abord la garantie de sérieux, de concret, par rapport au présent et par rapport à l'avenir. Avant, on était nataliste pour fournir des bras à nos usines et nos armées. C'était une question de puissance nationale. Aujourd'hui, c'est pour fabriquer de futurs salariés qui paieront les retraites de notre population vieillissante. Et depuis toujours, la peur de la perte de vitalité nationale par une chute des naissances angoisse les élus comme les citoyens. Viennent se greffer sur ce sujet des questions d'ordre social, la place de la famille dans la société, la liberté des femmes et aujourd'hui l'infertilité grandissante ou une baisse de l'activité sexuelle des Français et des Européens. Il nous fallait explorer cet isme, le natalisme ou le populationnisme et c'est ce que nous allons faire avec un historien démographe, Fabrice Cahen, qui a écrit chez Classique Garnier en 2022 Le nombre des hommes, la mesure de la population et ses enjeux du XVIe au XXIe siècle. Fabrice Cahen, vous êtes chercheur à l'INED, l'Institut national d'études démographiques, historien de la naissance. Alors j'aime bien, dans la présentation de votre fiche à l'INED, on dit que vous êtes spécialiste de la régulation de la vie humaine. C'est un drôle de titre. Ben oui, parce que la vie humaine, c'est pas simplement quelque chose qui se joue au niveau individuel. Ça a toujours à voir avec la société, l'État, la politique, et ça fait l'objet d'une régulation depuis très longtemps. Donc c'est pour ça que cette émission, c'est sur le natalisme et le populationnisme. Est-ce que ces deux mots vous vont ? Alors c'est pas qu'ils me vont, c'est que ce sont deux notions clés pour comprendre justement ces phénomènes de régulation de la vie humaine ou pour le dire autrement de fabrication sociale de la vie et politique. Et ce sont deux notions différentes en fait. Bon, on parle de natalisme pour désigner une doctrine de population, une idéologie éventuellement. Faites des enfants. Voilà, c'est fait des enfants. C'est l'idée d'augmenter les naissances généralement pour promouvoir une politique de puissance nationale. On parle plutôt de populationnisme. Disons avec l'idée que c'est pas simplement la natalité qui est importante pour augmenter la population, c'est finalement tous les moyens possibles, y compris l'immigration. Et donc ce qui distingue le populationnisme tel qu'il s'est exprimé notamment à l'époque mercantiliste, c'est la grande phrase de Jean Baudin, il n'y a de richesse que d'hommes, de force que d'hommes. Et à cette époque-là, on considère que pour faire tourner les manufactures, par exemple, si on a des immigrés, c'est toujours bon à prendre. Donc les natalistes sont favorables plutôt à une natalité nationale. C'est ça qui est la grande ligne de partage. D'accord, c'est la différence. Alors pourquoi nous avons décidé dans Enquête de politique de consacrer une émission sur le natalisme et sur le populationniste ? Parce que le président de la République, et nous on est à France Inter, donc on le fait, le président de la République le 16 janvier a dit ça. Notre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité. La natalité baisse aussi parce que l'infertilité progresse. Les mœurs se changent. On fait des enfants de plus en plus tard. L'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre ce réarmement démographique. Alors Emmanuel Macron, Fabrice Cahen, n'est pas le premier président à s'inquiéter du taux de natalité en France, mais là c'est la première fois qu'on entend un président de la République s'inquiéter
de la fertilité. C'est un argument quasiment médical. C'est vrai qu'il y a un phénomène derrière qui se joue, qui est d'ordre notamment épidémiologique. On parle pas mal des troubles, notamment de la fertilité masculine. Et puis on sait que dans la situation présente, un couple sur 4, selon une étude récente, est confronté à des difficultés à faire des enfants. Oui, alors c'est à la fois sociologique, on fait des enfants plus tard, on planifie plus, et il y a aussi une question presque écologique. Il y a moins de spermatozoïdes dans le sperme des hommes à cause d'un environnement pollué. Il y a effectivement un certain nombre d'études qui se sont accumulées. C'est quand même quelque chose qui peut être débattu, notamment parce qu'on n'a pas toujours le recul historique pour faire des comparaisons sur la longue durée, mais il n'en reste pas moins que l'infertilité est bien un problème de société. C'est un problème de société, mais est-ce que ça pèse sur la démographie ? Est-ce que le fait qu'on ait plus de mal à avoir des enfants quand on en veut pèse sur la démographie? Alors, ça pèse très marginalement, même si il est toujours préférable d'aider les gens à avoir des enfants que d'obliger ceux qui n'en veulent pas à en avoir. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé assez intriguant, mais en même temps original dans cette affaire et dans cette interconnexion entre les sujets, c'est que pendant très longtemps, les professionnels qui se penchaient sur ce qu'on appelait plutôt à l'époque la stérilité involontaire, les médecins en particulier qui travaillaient là-dessus, réclamaient que ce soit considéré comme un facteur de dépopulation, voire comme un fléau social, puisque on peut dire à peu près que jusqu'aux années 60, ce qui permet de faire accéder une cause comme celle-ci au statut de problème social, c'est de pouvoir démontrer qu'elle a un impact démographique majeur, qu'elle contribue à la dépopulation ou à la trop faible natalité. Or, ça ne s'est pas fait. C'est-à-dire qu'on n'a jamais démontré ça. C'est-à-dire que les statistiques qui existaient ne démontraient pas que le problème était suffisamment massif. On estimait que c'était à peu près 15% des couples qui étaient concernés. Et donc, par rapport au manque de volonté de faire des enfants ou d'en faire suffisamment, ou d'avoir des familles suffisamment nombreuses, d'un point de vue strictement pragmatique, utilitaire, c'était pas fondamental. Ce qui a beaucoup pesé sur les couples en question, qui n'ont pas du coup bénéficié de tous les moyens d'État qui auraient permis, les moyens publics plus généralement, qui auraient permis à leur situation d'être mieux traitée. Donc c'est un sujet qu'il faut traiter parce que c'est un sujet sanitaire et c'est un sujet de bonheur personnel. Il faut le traiter, mais ça n'a pas grand-chose à voir, vous nous dites, avec une question de démographique. Alors, en tout cas, à titre seulement secondaire, si c'est le cas, et tout dépend aussi comment on envisage la question de l'infertilité. Parce que pendant très longtemps, ce qu'on appelle l'infertilité, c'est une infertilité médicale. Bon, maintenant, l'infertilité est envisagée plus largement dans différentes dimensions, y compris dans sa dimension sociale. On parle d'infertilité sociale pour désigner la situation des couples ou des individus qui sont empêchés d'accéder à la parentalité par le droit, les réglementations, et il s'agit évidemment l'homoparentalité par exemple. Bon, donc cette question-là n'a pas, je crois, été soulevée dans le discours présidentiel. Non. Or, ça pourrait faire partie du problème. Et encore une fois, même à supposer que cet enjeu nataliste ait sa légitimité, ce qui, je crois, est très très largement mis en question par les spécialistes aujourd'hui, on pourrait envisager aussi les choses dans cette perspective-là. Alors depuis quand il y a un enjeu nataliste en France ou dans chaque pays? Depuis quand les gouvernants s'intéressent au taux de natalité des gouvernés? Bon, alors cette question peut nous emmener très très loin dans l'histoire. Il faut rappeler déjà que tout groupe humain, même primitif, perçoit l'enjeu qu'on appellerait aujourd'hui démographique. C'est-à-dire que quand il y a un risque d'extinction, ou au contraire que il y a un problème d'inadaptation entre la croissance du groupe et les ressources disponibles, ce sont déjà des considérations, soit ce qu'on appellerait aujourd'hui du natalisme, soit du malthusianisme, qui peuvent exister. On sait qu'il existe aussi, dans les religions, croisées et multipliées, par exemple, mais il existe des injonctions, des doctrines, etc. Moi, je pense que on peut considérer que le natalisme, au sens où on l'entend aujourd'hui, à la fois comme doctrine et comme, on pourrait dire, projet biopolitique, c'est quelque chose qui se met en place sous l'Ancien Régime, à un moment où on voit d'une part une étatisation et une sécularisation des questions de reproduction, et puis au moment où se mettent en place des mesures qui sont finalement pas foncièrement différentes de ce qui peut exister aujourd'hui. Je vais prendre un exemple. Il y a un édit très connu de Colbert en 1666. Tout garçon qui se mariera avant 20 ans ne payera point de taille jusqu'à 25 ans accomplis. Tout père de famille qui aura 10 enfants vivants nés en légitime mariage, non prêtre, religieux ni religieuse, sera exempt de collecte, de tutelle, curatelle, guet et garde.
Les enfants qui seraient morts au service du roi, portant les armes, seront réputés vivants. Tout père de famille qui aura 12 enfants sera exempt de toute taille. Les femmes des gentilshommes qui auront 10 enfants auront 1000 livres de pension, celles qui en auront 12, 2000 livres de pension. Alors, on est dans une époque, parce que la question du natalisme fait souvent aussi opposition à des hantises de dépopulation, réelles ou supposées. Et Colbert, à ce moment-là, met en place des mesures, à travers c'était dit, qui sont des mesures essentiellement fiscales, d'exemption fiscale. Et c'est assez intéressant parce que ça vise les pères. Alors, ce qui montre aussi toute la dimension patriarcale de la chose. Et ça, c'est évidemment aussi l'une des dimensions du natalisme. C'est-à-dire que ça va souvent de pair avec un certain ordre des genres, avec un rôle respectif des hommes et des femmes, et qui est particulièrement prononcé dans le cadre de l'édit de 1666. France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand. Fabrice Cahen. Alors, je voudrais vous faire écouter une archive qui date de 1899. C'est une lecture, bien sûr. On n'a pas d'enregistrement sonore de cette époque. C'est la lecture de l'intervention d'un député, Constant Dulot, à l'Assemblée nationale, donc en 1899, à propos de la nécessité pour la France d'avoir des enfants. Messieurs, il n'est pas besoin de remonter bien haut dans nos annales pour retrouver la trace de défaites sanglantes où la bravoure et l'intelligence française se sont brisées à cette irrésistible puissance qu'on appelle le nombre. D'autre part, l'observation nous démontre que les pays les plus peuplés sont à la fois les plus forts et les plus riches. L'Angleterre nous a offert ce double spectacle d'un bien-être s'augmentant en raison directe de l'accroissement de sa population. Il est donc indispensable que la population d'une nation s'accroisse sans cesse et qu'elle opère son doublement dans le même espace de temps que les peuples avec lesquels elle peut avoir un jour à se mesurer. Nos voisins, les Allemands, les Anglais, les Russes, les Italiens, opèrent le doublement de leur population en un demi-siècle, tandis que la France met 2 siècles à l'accomplir. Voilà, on est à la fin du 19e siècle. Le député Constant Dulot à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où les nations, les États-nations sont les plus puissantes, que les dirigeants se disent « il nous faut du monde, il faut qu'on soit puissant » et ça se fait par le nombre. Oui, tout à fait. Le natalisme moderne est indissociable de la dimension nationale. Alors, il s'agit là d'un document extrêmement riche qui pourrait être longuement commenté, mais pour dire l'essentiel, on est dans le contexte post-1870, donc on est en pleine période de la revanche, et où l'obsession de la revanche... Il faut récupérer l'Alsace et la Lorraine. Il faut récupérer l'Alsace et la Lorraine, il faut pour ça une population nombreuse pour avoir en particulier une armée suffisamment importante. Et il y a dans l'argumentaire qui est développé ici une matrice qu'on peut parfaitement identifier en arrière-plan, qui est celle de l'Alliance nationale contre la dépopulation, qui est la grande et puissante organisation créée par le démographe Jacques Bertillon en 1896, donc quelques années avant l'intervention, qui est très très bien relayée dans la classe politique et qui va l'être d'ailleurs de plus en plus jusqu'à l'entre-deux-guerres en particulier. Donc on voit dans cette rhétorique un certain nombre de choses qui fonctionnent en relation. Donc d'une part, il y a une espèce de vision du monde selon laquelle le nombre détermine tout. Le nombre des hommes, c'est la dimension fondamentale. Il y a une espèce de mécanisme presque physique en arrière-plan, c'est-à-dire que la dépopulation crée un appel d'air dans lequel vont venir s'engouffrer d'une part l'immigration, mais qui va en plus de ça donner aux puissances voisines l'occasion de venir conquérir, affaiblir le pays. Alors ça va se traduire d'ailleurs par un certain nombre de mesures politiques. Restons avant la Grande Guerre. Avant la Grande Guerre, dans les propositions de l'Alliance nationale, il y a en fait tout un arsenal de mesures. Certaines sont pas très différentes de ce qu'on a pu voir par exemple dans l'édit de Colbert, c'est-à-dire le registre fiscal, ou alors tout ce qui relève des incitations sous forme d'allocations familiales par exemple. Et puis dès les années 1890 sont proposées des mesures sur un versant plus répressif qui visent le mouvement néo-malthusien. Alors, ce qu'il faut tout de suite indiquer ici, c'est que l'Alliance nationale s'est créée en réaction à la dépopulation, c'est son objet, c'est sa raison d'être officielle, mais en réalité, de manière plus souterraine, l'Alliance nationale est une espèce de réaction organisée au mouvement néo-malthusien, qui est un mouvement d'essence ou d'origine anarcho-syndicaliste et qui prône la grève des ventres par la diffusion de propagande anticonceptionnelle et même de produits anticonceptionnels. Alors justement, à propos de néo-malthusianisme, Fabrice Cahen, on va écouter une archive, là encore une lecture
Paul Robin, qui est un anarchiste, un libertaire, et qui prône le contrôle des naissances et la liberté des femmes. Femmes, si vous jugez que votre santé, votre situation matérielle ou les circonstances ne vous permettent pas actuellement ou ne vous permettent plus d'avoir un enfant dans de bonnes conditions de naissance, de lui donner les soins de toute nature et l'éducation attentive dont il aurait besoin, vous avez le droit et le devoir de vous abstenir d'être mère. Si vous avez déjà des enfants, vous pourrez mieux les nourrir et les élever qu'en ajoutant imprudemment à leur nombre. Si vous n'en avez pas encore, choisissez sagement le temps où vous et votre conjoint vous vous trouverez dans des conditions favorables de santé, de bien-être, de sécurité. Vous êtes absolument maîtresse de votre destinée. Il ne faut pas que vous ignoriez, ni vous, ni vos compagnes de souffrance, que la science vous a émancipé de l'épouvantable fatalité d'être mère contre votre volonté. C'est très étonnant, on est en 1896, un libertaire, Paul Robin, il parle des femmes maîtresses de leur corps, on dirait presque un discours des années 60-70. Oui, alors une première chose sur la date de ce document, 1896, donc c'est l'année exacte de fondation de l'Alliance nationale, et c'est pas un hasard, comme je le disais tout à l'heure, l'Alliance nationale se constitue en grande partie comme une contre-offensive face à ce mouvement qui inquiète énormément, et donc Paul Robin est l'une des grandes figures. Alors ce qu'il y a d'assez intéressant, d'assez ambigu, c'est que il utilise à la fois le terme de droit et celui de devoir. Donc il y a effectivement quelque chose qui est une dimension féministe, en tout cas une logique de droit à disposer de son corps. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez attendre. On peut attendre et on peut, d'une certaine manière, dissocier librement la sexualité de la reproduction. Et en même temps, il y a quand même cette logique du devoir qui revient un petit peu, qui nous rappelle, et ça je crois que c'est très important, qui nous rappelle que les questions de population, la question en particulier de la reproduction humaine, ça se joue toujours dans un espace qui est polarisé par plusieurs préoccupations. Et d'un côté, il y a la question du nombre, mais il y a aussi celle de la qualité de population, qui peut prendre éventuellement la forme de l'eugénisme. Et le néo-malthusianisme n'est pas tout à fait hostile à cette idée que un enfant souhaité, désiré, ce sera un enfant mieux élevé, mieux éduqué, moins malade, etc. Donc ça est très ambigu. Tout ça n'est pas dénué d'ambiguïté. Les débats sur la natalité sont toujours entre deux pôles. Est-ce qu'on est trop nombreux pour bien vivre, ou est-ce qu'on n'est pas assez nombreux pour bien se défendre et bien fabriquer de quoi bien vivre? Finalement, ce sont deux logiques pas si antagonistes que ça. Alors, elles sont antagonistes, mais elles répondent aux mêmes besoins avec des solutions radicalement opposées. Voilà. Alors en fait, moi je dirais qu'on est même au sein d'un espace triangulaire, puisqu'on pourrait ajouter aussi la dimension de la morale, la morale sexuelle, la morale familiale, etc. Mais en tout cas, on voit bien que ces différents impératifs peuvent être convergents, comme ils peuvent être en contradiction les uns avec les autres. En particulier selon l'échelle à laquelle on raisonne. On voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, une logique peut pousser au natalisme à l'échelle nationale, mais se trouver en contradiction avec l'impératif environnemental. Oui. Bon. En tout cas, au XXe siècle, même les natalistes les plus ardents ne sont pas dans une logique maximaliste. Par exemple, Adolphe Landry, ou l'un de ses grands admirateurs, Alfred Sauvy, développe toute une réflexion autour de l'optimum de population qui rejoint complètement ça. C'est-à-dire que le nombre idéal, c'est pas celui qui va être le plus élevé, c'est celui qui trouve le bon ajustement entre les intérêts de l'État et le bien-être individuel. Il y a un équilibre à trouver. Alors, il y a des événements qui troublent ces équilibres. Ce sont les guerres. Alors, on s'est toujours demandé si les guerres arrivaient justement parce qu'il y avait un déséquilibre de population et que c'était finalement la guerre la solution, ou si la guerre en elle-même allait casser cet équilibre. Évidemment, la guerre de 14-18, la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale est une hécatombe. Les hommes partent, les hommes meurent, et après la guerre, à partir de 1918, on considère qu'il faut repeupler la France. Et je voudrais vous faire écouter un témoignage très étonnant, enregistré en 1985, d'une dame qui s'appelle Madame Ledan, et qui a été mariée, non pas de force, mais très incitée à être mariée pour faire des enfants. Écoutez. Mon mari est parti très jeune. Grand mutilé, il avait coupé le bras, coupé ici, mais c'était le bras droit. C'était un capitaine qui nous mariait. Il mariait toutes les jeunes filles du coin parce qu'il y avait tellement eu de tués et de blessés. Il avait dit,
Il faut que toutes les jeunes filles se marient. Il y en a qui ne voulaient pas se marier avec des grands mutilés. C'est un capitaine et qui nous a mariés à 3 ou 4 jeunes filles. Il m'a trouvé mon mari. Il dit, il faut vous marier, il faut que la France ait des enfants. Mon mari, non. Il ne connaissait pas avant la guerre. C'était pas tellement rigolo, des grands mutilés. Vous savez, il était gentil, mais c'était pas facile de trouver un mari. C'est pour ça qu'il fallait prendre ce qu'il y avait. On les a pris comme ils étaient. Il y en avait qui n'avaient qu'une jambe, il y en avait qui n'avaient qu'un bras. J'ai eu 2 enfants, un garçon et une fille. Je suis très contente. Et mon mari, je l'ai conservé 42 ans. Voilà, Fabrice Cahen, étonnante archive. Qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Bon, d'une part, sur le contexte de l'après-Grande Guerre, il est évident que les conditions démographiques, la fameuse hécatombe, les classes creuses, tout ça c'est bien connu, a eu des effets très importants sur le renforcement du discours nataliste, sur son audience. Ça s'est traduit, on en reparlera peut-être, par l'adoption d'un certain nombre de lois qui étaient défendues par l'Alliance nationale depuis la fin du 19e siècle. Et puis on voit aussi que les logiques de fonctionnement du marché matrimonial ont été affectées. Et ça, c'est des choses que les démographes, ultérieurement, ou les démographes historiens ont bien démontré. C'est-à-dire qu'il y a plein d'habitudes de mariage en termes d'âge respectif des époux, en termes de mariage entre nationaux et immigrés, etc., qui ont été perturbés. Oui, on était moins regardants, là. Il s'agit d'épouser des mutilés. Voilà. Exactement. Ouais. Sur le plan plutôt incitatif, c'est la généralisation des allocations familiales en 1932. Et puis, sur le plan plus répressif, c'est la fameuse loi de 1920, donc contre la propagande anticonceptionnelle et la provocation à l'avortement, qui est en fait une loi qui essaye de déstabiliser le mouvement néo-malthusien. Et puis, petit à petit aussi, des mesures contre l'avortement, qui devient l'obsession primordiale des natalistes, avec, dès 1923, la loi qui correctionnalise l'avortement. Alors, ça a l'air d'être a priori une atténuation du droit pénal. En fait, il s'agit de faciliter la répression. Est-ce que ça avait un vrai impact sur le taux de natalité? Parce qu'il y avait beaucoup de... Oui, c'est ça. L'impact est nul, ou quasiment nul. Donc, c'était moral. Voilà. Alors, c'est pas parce que, disons, il y a pas d'impact que ça en fait automatiquement une loi morale. Je crois que c'est un peu plus compliqué. Il y a une dimension fondamentalement morale dans le natalisme, en tout cas à partir du moment où la question strictement démographique se mêle à une certaine vision de l'ordre des choses, de la famille, du rôle des femmes et des hommes, l'homme producteur, la femme reproductrice. Bon, mais ce qui ce qui se joue en plus ici, c'est des mesures qui sont critiquées, y compris par des acteurs de sensibilité nataliste, qui sont les premiers à dire que ces mesures vont être inefficaces sur le plan strictement démographique, objectivable par les statistiques. Mais en réalité, pour au moins les plus radicaux des natalistes, c'est toujours un moyen de faire avancer, par le droit, par la loi, par la parole de l'État, de faire avancer une certaine vision du monde, et de l'installer dans la société. Et cette vision du monde, elle a été reprise par Vichy. Alors, c'est intéressant parce que Vichy, l'État français du maréchal Pétain, il n'y a pas d'hommes. Enfin, les hommes sont pas là. Ils sont 2 millions de prisonniers, 1 800 000 prisonniers. Et il y a quand même une politique et un discours nataliste. Il y a un discours nataliste, et je crois que plus encore que le natalisme à proprement parler, c'est le mouvement familial qui trouve avec Vichy, alors qui trouve dans Vichy les conditions idéales de son installation et de son rayonnement. Donc le mouvement familial, l'ordre naturel en fait. Voilà, la cellule familiale, la famille comme cellule fondamentale de la société, qui a souvent croisé et souvent été allié avec les natalistes stricto sensu, mais qui se distingue sur certaines choses, en particulier parce qu'il promeut une famille nombreuse, plus nombreuse que celle que promeuvent les natalistes, parce qu'il promeut aussi une famille légitime où le couple est marié et où, de manière préférentielle, la femme est au foyer. Et donc, il est marié pour procréer. Pour procréer, bien entendu. Et donc, ce qui est fondamental dans le régime de Vichy et dans l'idéologie de la Révolution nationale, c'est l'idée que la femme est entièrement dévolue à la maternité et à ses tâches domestiques. D'autre part, effectivement, les hommes sont en partie prisonniers ou sont au STO. Et en revanche, se pose toute la question de la perturbation de l'ordre intime, en particulier l'adultère, les amours qui se créent dans le contexte particulier de la guerre.
Et ça, c'est quelque chose qui travaille beaucoup le régime et qui se traduit aussi par une volonté de réinstaurer un ordre enraciné dans la nature, la biologie. Étage sur France Inter, Benjamin Biolay. Vous pouvez podcaster Enquête de politique, il y a déjà plus de 60 ismes à écouter, vous avez du boulot si vous aimez la politique, tout est sur l'appli Radio France ou sur franceinter.fr. Nous avançons dans le temps, toujours en quête de natalisme avec l'historien Fabrice Cahen. Nous en sommes à la Libération. Thomas Legrand. Alors, il se passe quelque chose de particulier juste après la guerre, parce que après la Première Guerre mondiale, il y a eu un regain des naissances, mais ça s'est vite tassé, et on s'aperçoit, après la Seconde Guerre mondiale, que, il y a un baby-boom et qu'il va durer. Écoutez cette archive qui date de 1970. Étienne Hirsch, qui est commissaire au plan, revient sur 1945, le lendemain de la guerre, et cette surprise, un baby-boom qui dure. Il y avait eu, n'est-ce pas, en 45, 46, après le retour des prisonniers, une explosion de natalité, mais on pouvait supposer que de la même façon qu'après la Première Guerre, ça serait un phénomène qui ne durerait pas. Mais il est apparu au bout de quelques années que ce phénomène était un phénomène qui durerait, et que par conséquent, il y avait un effort considérable à faire en matière scolaire. Dans le deuxième plan, nous avons établi un programme de développement scolaire portant essentiellement, bien entendu, sur l'école primaire, puisque en fonction de l'âge des enfants, c'était la première priorité. Alors Fabrice Cahen, ce baby-boom, on dit que le baby-boom post-Deuxième Guerre mondiale est une grande surprise, une surnatalité qui dure jusqu'au début des années 60. Alors, en fait, les explications, on les connaît pas. C'est-à-dire que si on regarde vraiment la natalité en tant que telle, on a un certain nombre de pistes. L'une des explications les plus solides est strictement démographique, c'est qu'en fait, on a une augmentation de la nuptialité qui a beaucoup joué. Et plus généralement, on est dans une époque où... Qu'est-ce que ça veut dire, une augmentation de la nuptialité ? Alors, disons qu'en fait, les individus se marient plus. Il est possible que l'idéologie nataliste et familiale, martelée pendant plusieurs décennies, ait d'une certaine manière porter ses fruits en plus des politiques, en particulier d'allocation familiale. Mais c'est assez pas la compliqué. Croissance, les 30 glorieuses, la France enrichie. Évidemment, les perspectives, mais quand on voit que le tournant en fait se joue dès 1942, il y a probablement un réseau de facteurs qui ont joué, y compris l'impact sur le long terme des discours et des mesures prises dans les décennies d'avant la Seconde Guerre, mais aussi les mesures d'incitation en particulier, telles que les allocations familiales, ont plutôt joué un effet. C'est pas positif. La chute de la mortalité infantile avec les progrès de la médecine aussi ? Ou ça, c'est marginal aussi ? Disons que tout dépend si on considère strictement la natalité ou si on s'intéresse aussi aux effets qu'il peut y avoir entre mortalité et natalité. Mais la mortalité en 45, infantile notamment, n'a pas beaucoup baissé. C'est quelque chose qui va se jouer progressivement. Donc en fait, je crois il faut être assez réservé sur les interprétations qu'on peut faire aujourd'hui du baby-boom qui, à mon avis, reste encore beaucoup à explorer. La démographie, c'est compliqué. C'est compliqué. assez compliqué. Alors il faut qu'on entende dans cette émission, évidemment, Alfred Sauvy, peut-être le démographe le plus connu en France, ancien directeur de l'INED, une archive de 1948. Et là, un nouveau phénomène apparaît, c'est la question du vieillissement de la population. Plus nous aurons d'immigrants jeunes, et plus il nous sera possible de donner des retraites plus tôt et plus élevées. Le problème du vieillissement est un problème important et qu'il gagne à être étudié sans aucun préjugé. Mais un pays qui vieillirait constamment serait voué à une déchéance inéluctable. Un pays âgé a le devoir absolu de se tourner vers la jeunesse et d'avoir confiance dans son avenir et des destinées nouvelles grâce à cette jeunesse. Alors on a vu, Fabrice Cahen, au début de cette émission, que ceux qui étaient natalistes avaient peur d'une dépopulation. Après la guerre, on a l'impression qu'on a plus peur d'un vieillissement. C'est-à-dire on a plus peur de la nature, de la structure des âges de la population. On remarquera aussi que Alfred Sauvy parle d'immigration comme un apport positif.
Alors, vous aurez noté, c'est assez intéressant que Alfred Sauvy, prétend mettre à l'écart toute forme de préjugés et ne se concentrer que sur les chiffres, utilise le terme de déchéance pour parler de l'évolution, ce qui est évidemment tout loin d'être neutre. Alors, la question du vieillissement, en fait, qui est une thématique que Sauvy a introduite dès les années 20, effectivement un ressort très important sur le plan scientifique et idéologique aussi, puisque c'est en fait quelque chose qui permet de continuer à promouvoir une politique nataliste sans rester dans le registre classique du natalisme, et en particulier qui est très utile à un moment, celui du baby-boom, où justement la natalité remonte. Donc cette fois-ci, l'un des grands arguments qu'utilise un démographe mainstream comme Sauvy, c'est de dire, la natalité ça va mieux en ce moment, mais si on la maintient pas à un haut niveau, eh bien ce qu'on va voir, c'est effectivement les pyramides des âges se déséquilibrer, et on va avoir un pays vieillissant avec tout ce que ça entraîne sur le plan culturel, politique, social, parce que l'espérance de vie augmente, la retraite rémunérée devient beaucoup plus longue, et il y a aussi un problème économique. Exactement. France Inter, enquête de politique. Fabrice Cahen, vous nous avez parlé de l'Alliance nationale contre la dépopulation, un lobby très puissant nataliste à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Il existe encore dans les années 70. On va entendre l'un de ses représentants, Jean-Maurice Martin, de l'Alliance nationale pour la vitalité française. C'est comme ça que ça s'appelle en 1976. C'était sur France 3. En 1974, la population de la France s'est accrue de 245 000 habitants, c'est-à-dire 0,3% de l'accroissement mondial. Quand 1000 habitants nouveaux apparaissent chaque année sur la Terre, 3 sont français, c'est-à-dire une goutte d'eau dans la mer. Et même si vous supprimez toutes les naissances françaises, l'accroissement mondial sera du même ordre de grandeur. En revanche, sur 1000 habitants nouveaux, il y a près de 700 Asiatiques. L'Asie apporte chaque année 50 millions d'habitants nouveaux, c'est-à-dire que l'Asie, chaque année, fabrique une France. Alors Fabrice Cahen, je vais vous faire réagir à cette archive, mais à la même époque, au milieu des années 70, il y a un personnage, René Dumont, il s'est présenté à l'élection présidentielle en 1974, c'est un écologiste, et lui, sa hantise, c'est la surpopulation. On va l'écouter et on va constater que c'est toujours le même débat. Est-ce qu'il faut plus de monde ? Est-ce qu'il faut moins de monde ? On écoute René Dumont avec Jacques Chancel en 1977, et vous allez reconnaître évidemment pour les plus anciens le générique de Radioscopie. Si chaque famille à partir d'aujourd'hui se contente d'un enfant, on arrivera à une diminution de la population. C'est fait en France, c'est fait en Allemagne de l'Est, c'est fait en Allemagne de l'Ouest. Donc ce n'est pas impossible à réaliser. Mais où est la liberté alors ? Oui, mais la liberté existe en France et en Allemagne, et les Françaises et les Allemandes ont décidé d'avoir moins d'enfants. C'est pas moi qui ai... Vous n'avez qu'un enfant, vous ? Je n'ai qu'une fille, mais c'était pas moi Vous l'avez souhaité, un seul seulement, déjà ? Déjà, naturellement. Je vous dis, mon premier livre soulignait la gravité de la surpopulation. Par conséquent, j'avais des responsabilités à prendre, et je les ai prises. Mais cette réduction de la population n'exige pas de guerre, elle exige simplement une réduction de la natalité, et je vous dis, simplement la généralisation de ce qui se passe actuellement, donc c'est pas une utopie. Voilà, Maurice Martin de l'Alliance nationale pour la vitalité française, puis René Dumont en 1977, le premier c'était en 1976, donc c'est à la même époque, deux solutions, deux problèmes très graves opposés. Oui, il y en a un qui réfléchit essentiellement à l'échelle nationale, ou en tout cas qui pense d'abord les rapports de force, et en particulier entre la France et le reste du monde, avec une préoccupation, on le voit bien, vis-à-vis, alors il évoque l'Asie, donc c'est grosso modo le monde non blanc qui inquiète aussi, et puis de l'autre côté, une vision des choses qui est beaucoup plus globalisée. Alors René Dumont est influencé par les travaux du Club de Rome, qui ont beaucoup fait parler à l'époque. On rappelle le Club de Rome, donc en 1970, cette instance qui prônait pour la première fois un arrêt de la croissance. Qui a conjugué la réflexion malthusienne classique sur le risque de désajustement entre le nombre et les ressources, avec la question écologique qui est en plein essor à l'époque. Et donc Dumont est dans cette lignée-là. Il s'inspire aussi de propositions qui sont dans l'air du temps à ce moment-là pour réduire aussi drastiquement que possible la fécondité, avec en réalité des problématiques
sur lesquels on est aujourd'hui beaucoup plus apaisé, comme pouvait l'être à l'époque, par exemple. Par ailleurs, il faut le dire, c'est quelqu'un qui a toujours mis en avant le respect de la liberté des femmes. C'est ce qui fait la différence entre le propos qu'il peut tenir et ce que peuvent tenir d'autres experts à la même époque. Vous nous avez parlé plusieurs fois, et quand on parle de natalité et de démographie, on parle de Malthus, le malthusianisme, puisque cette émission s'attache à expliquer les ismes. Souvent dans le débat politique, on évoque le malthusianisme. Un petit point comme ça d'étape. Qui est Malthus et qu'est-ce que le malthusianisme ? Alors Malthus qui écrit aux alentours de la Révolution française, donc est un pasteur et un économiste anglais qui a théorisé des ajustements entre la croissance de la population et la croissance des ressources, et qui est l'un des premiers à formaliser ce qu'il appelle le problème de population, et qui prône, alors non pas comme on le croit parfois. Oui, l'adjectif malthusien peut être très négatif. A beaucoup dérivé. Alors, tout dépend des contextes. Ce qu'il importe de rappeler, c'est que Malthus n'était pas favorable à une limitation absolue des naissances. Il était pour que les pauvres réduisent leurs naissances parce qu'il ne pouvait pas concevoir que la question des inégalités se règle autrement que en jouant sur la reproduction. C'est quelqu'un qui écrit aussi contre la Révolution française, contre les lois sur les pauvres britanniques qui viennent en aide aux personnes les plus en difficulté, et donc qui veut finalement que les personnes s'auto-restreignent plutôt que la collectivité soit organisée de manière plus juste. Alors ça, c'est Malthus. Et le malthusianisme ? Donc le malthusianisme, alors par extension, désigne toutes les politiques ou les mesures qui visent à limiter la croissance de la population. Et donc on peut avoir, le cas le plus connu étant celui de la Chine avec la politique de l'enfant unique. Voilà, alors un homme politique qui était très anti-malthusien à la fin de sa carrière politique, c'est Michel Debré. Michel Debré, grand gaulliste, rédacteur de la Ve République, était par ailleurs très attentif à la question de la natalité et de la population française, du nombre de la population française. On l'écoute ici à l'Assemblée nationale en 1974. Réagir, c'est encore surveiller attentivement la politique d'immigration et d'assimilation. Monsieur Debré préconise à ce sujet un effort tout particulier en faveur de l'éducation des enfants d'immigrés. Et il s'est interrogé. Je me demande si la France est vraiment un pays à ce point riche, qu'elle soit aujourd'hui le seul pays au monde où l'on paye les Français pour ne pas avoir d'enfants et où on les paye aussi pour en avoir. Alors Fabrice Cahen, là, Michel Debré évoque peut-être la loi Neuwirth de 1967 qui instaure la pilule, qui sera plus tard remboursé par la sécurité sociale. Et c'est de cela dont il parle quand il dit on paye les gens pour ne pas avoir d'enfants. Payer les gens pour avoir des enfants, c'est effectivement les allocations familiales. En tout cas, en 1974, au milieu des années 70, cette préoccupation nataliste revient. Oui, elle revient. Là, il faut dire que là, on commence à sortir du baby-boom. Il faut dire aussi que y a eu un certain nombre d'avancées législatives avec la loi Neuwirth en 67. Et puis là, il y a dans ce contexte de 74, il y a la loi Veil sur l'avortement qui est en discussion. Il sera très opposé à la loi Veil. Voilà, et il faut signaler d'ailleurs que ce sont deux lois, la loi Neuwirth comme la loi Veil, qui, d'une certaine manière, donnent des signes d'allégeance à la cause nataliste, en rassurant sur le fait que la natalité ne sera pas impactée, et en tout cas ou en tout cas dont les promoteurs et promotrices encouragent à valoriser la natalité désirée, puisque la natalité non désirée est amenée à se réduire. Alors il a les yeux rivés sur les indicateurs statistiques, sur les taux de natalité. Il attire l'attention sur le fait qu'il faut 3 ou 4 enfants. Et donc là, on voit bien aussi ce qui le distingue d'un familialisme qui encouragera la famille nombreuse. 3 ou 4 enfants, c'est quand même plus que la reproduction de la population. Oui, mais c'est, au XXe siècle, 3 ou 4 enfants, c'est ce qui est considéré comme la famille normale. Ouais. Oui, avec 3 enfants, on n'a pas encore une carte de famille nombreuse à l'époque. Par exemple. Et je voudrais vous faire écouter une autre archive étonnante de 1979 de Jacques Chirac. Alors il faut replacer le contexte politique. Jacques Chirac ne fait plus partie de la majorité giscardienne. Valéry Giscard d'Estaing est président de la République. Jacques Chirac a démissionné, il était Premier ministre jusqu'en 1976, et il s'oppose à Valéry Giscard d'Estaing un peu sur le flanc droit. Vous allez voir l'image aujourd'hui très ouverte de Jacques Chirac est un petit peu écornée par cette archive très nataliste à l'ancienne de Jacques Chirac en 1979. C'était sur
Carte sur table avec Alain Duhamel. Michel Debré disait il y a quelques jours, attention, tout va craquer. Alors, c'est pas un plan pour l'enfance qu'il faut faire. Ce qu'il faut, c'est avoir des enfants. Or, on constate que ce n'est hélas pas le cas. La loi sur l'avortement, appliquée comme elle l'est, très généralement pour convenance personnelle, porte un coup fatal à notre démographie, à notre natalité. Vous ne voterez pas à nouveau sur cette loi, monsieur ? Ah non, certainement pas. D'ailleurs, je ne l'ai pas voté. J'étais à l'époque Premier ministre et chacun sait les réserves que j'avais formulées et ce que j'avais essayé pour essayer de l'infléchir. Elle est une loi qui, aujourd'hui, fait un tort considérable à notre pays et rend tout espoir, en réalité, de reprise de la natalité illusoire. Jacques Chirac en 1979. Alors il faut préciser que Jacques Chirac, dans sa longue carrière, a dit à peu près tout et le contraire de tout. Il est jugé comme étant très sympathique, mais il a souvent dit n'importe quoi. Rappelons qu'en 1976, justement, il a soutenu et bien soutenu Simone Veil, qui avait maille à partir avec les conservateurs de son camp. Là, il est dans un autre contexte. Il est en 79, il s'oppose à Valéry Giscard d'Estaing, qui est plutôt au centre droit. Il rend son discours beaucoup plus conservateur. Il dit, vous me démentirez ou pas, Fabrice Cahen, il dit une ineptie d'un point de vue historique et d'un point de vue scientifique. L'avortement ne joue pas sur le taux de natalité et sur le nombre des Français. Non, principalement pour la raison suivante, c'est que généralement les femmes qui recourent à l'IVG font un enfant à un autre moment de leur vie. En réalité, ce qui est le plus intéressant peut-être dans cette séquence, c'est de voir que la question démographique est toujours instrumentalisée dans le contexte de lutte politique. Alors on évoquait tout à l'heure des questions, des combats moraux autour de la question de la famille, des rapports de genre, etc. Et on voit que périodiquement, ces questions-là sont agitées, et souvent d'ailleurs pour envoyer des signaux à certaines composantes de l'électorat ou de la classe politique. Alors, des signaux à la classe politique, dites-vous, Fabrice Cahen, mais c'est une question politique et une question importante. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un avis sur la question de savoir s'il faut qu'on soit plus nombreux en France, sur la planète ? Et d'ailleurs, c'est peut-être pas la même réponse. Les sciences humaines et sociales ne sont jamais neutres. Comme on l'a dit plusieurs fois, la démographie engage toujours un certain nombre de représentations, de valeurs. Ce qui est certain, je crois, c'est que la surdramatisation dont on fait l'objet la question démographique au fil du XXe siècle, c'est globalement atténué, apaisé. On sait très bien, par exemple, la très forte croissance de la population mondiale va s'inverser dans les quelques décennies à venir. Le risque de surpopulation mondiale n'existe plus. Le risque de surpopulation n'existe plus, en tout cas du point de vue de l'équilibre population-ressources. La question maintenant, c'est la répartition sur la Terre, les questions des migrations. Sur la Terre, ça peut être évidemment les bilans carbone, etc. D'autre part, ce qui a fondamentalement changé la donne, c'est que la question du bien-être individuel, de la qualité de vie, de l'égalité homme-femme par exemple, sont devenues centrales, et qu'il n'est plus question, comme à l'époque de l'Alliance nationale ou de l'INED d'Alfred Sauvy, de mettre la question des comportements individuels et de l'épanouissement individuel au second plan par rapport à l'utilité nationale et sociale de ces comportements. Je rappelle le titre du dernier livre de Fabrice Cahen, avec qui nous venons de passer toute cette heure à nous interroger sur le natalisme, le nombre des hommes, la mesure de la population et ses enjeux du XVIe au XXIe siècle, publié en 2022 chez Classique Garnier. Merci à Franck Olivard et Christophe Imbert, respectivement recherchistes et réalisateurs d'Enquête de politique. Merci à Thierry Dupin pour la programmation musicale et à Maxime Goudard qui était à la technique aujourd'hui. Cette émission est rediffusée tous les dimanche soir à 23h. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.